L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h28 Studio Kalita et comme chaque matin, Eliana est avec nous. Comme chaque matin, je suis avec vous. Voilà, on a eu un peu peur, mais vous êtes arrivés comme le matin. Voilà, exactement. Alors, on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors, ce matin, nous sommes le 6 mars. Tout à fait, oui. Voilà. Et en 1900, il y a quelqu'un qui est né, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Avraham Shlonsky. Ça vous dit quelque chose? En 1900. Il y a 118 ans. Voilà. Mais il est mort en 1970, donc en 73, pardon. Donc c'était il y a longtemps. Avraham Shlonsky, c'est peut-être le poète le plus important en Israël pour la poésie moderne. Alors, comme je vois votre tête, ça veut dire... Ah bon, Eliana, vous m'apprenez quelque chose ce matin. En effet, alors je vais vous raconter son histoire. Il est né dans l'Ukraine d'aujourd'hui, dans une famille chassidique. À l'âge de 13 ans, il arrive déjà en Palestine ottomane. Donc c'est facile, parce que s'il est né en 1900, c'était en 1913 qu'il est arrivé ça ici. Ça va être très simple à calculer avec Voilà, lui. on va faire ça souvent. Et puis, il vient donc pour étudier ici à l'âge de 13 ans, mais il doit repartir en Russie à cause de la Première Guerre mondiale. Et c'est en fait en arrivant en Russie qu'à ce moment-là, il va commencer à fréquenter le milieu sioniste. C'est un peu à l'envers. C'est-à-dire, il est déjà venu en Palestine et c'est en revenant qu'il va devenir sioniste. Et c'est en 1919, à l'âge de 19 ans. Bravo Olivier, qu'il va publier son premier poème dans le journal Achilor. Alors on rappelle bien entendu que la ville d'Odessa, par exemple, donc dans le monde russe de l'époque, dans l'Empire russe, c'est le centre, le centre culturel du sionisme de l'époque, le centre culturel du renouveau de l'hébreu. Donc on parle énormément hébreu. Il y a des publications de poésie en hébreu aussi, et donc c'est là-bas qu'il va commencer à se faire connaître, et puis il va retourner en Palestine en 1921 à l'âge de 21 ans. Et il va être une des personnes qui va créer le kibbutz Ein Harod, le célèbre kibbutz Ein Harod. Dans le nord. Voilà, dans le nord, en Galilée. Et c'est à ce moment-là que va vraiment s'affirmer sa vocation poétique. Alors, sa particularité, c'est qu'il a une tendance humoristique et satirique. Ah oui. Et aussi, il a une écriture qui est complètement différente de celle des poètes qui l'ont précédé. Si on parle du Meshorer Aleumi, le poète national, donc Bialik, Alterman, non, pas du tout. Alterman, c'était un des élèves de Shlonsky. Si on parle donc d'Ameshorer Aleumi, c'est donc Bialik. Bialik, il a un style qui nous rappelle quelque part le Tanakh, la Bible. C'est un peu lourd, on peut dire ça comme ça. C'est très métrique, c'est très organisé, tandis que Shlonsky, il va lancer un style qui est beaucoup plus novateur, léger, plus moderne. Il va aussi. Pardon ? Humoristique, vous avez Humoristique, et puis il va utiliser aussi des nouveaux mots en hébreu. Il y a quelques mots quelques expressions qu'il va lui-même inventer. Je vous donne un petit exemple. Les personnalités littéraires qui font tout pour avoir des prix, il appelait ça la prostitutia. Donc c'est un jeu de mots sur la prostitution. Donc ces gens qui cherchent en permanence à avoir des honneurs. Il avait déjà à l'époque alors. Oui, ça c'est pas. Enfin, il est mort en 73 quand même, mais oui, il a eu le temps de voir beaucoup de choses. D'ailleurs, lui-même a reçu des prix. Donc, il est assez en opposition avec Bialik. Bialik, c'était de l'hébreu extrêmement pur, etc. Ouais. C'était que de l'hébreu biblique. Et à ce moment-là, Shlonsky, lui, il donne un renouveau à l'hébreu. Deux de ses élèves les plus connus, peut-être, Léa Goldberg. Ah oui. Et Nathan Alterman. Donc on peut voir, et Léa Goldberg et Nathan Alterman, ce sont pas des poésies comme les poésies de Bialik où c'est à la syllabe près c'est réglé, pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus vivant. Donc il va être très reconnu pour ça. Il va faire partie de ces personnes qui vont aider à la renaissance de la langue hébraïque en faisant des traductions. Alors imaginez-vous traduction de livres de classiques. Donc, nous, par exemple, en France, je vous donne Shakespeare. J'imagine que Shakespeare a été traduit dès le 15e siècle ou dès le 16e siècle. Je veux dire, ça a toujours été traduit. Et donc, lui, par exemple, va traduire Shakespeare en hébreu, va traduire Pouchkine, va traduire Nicolas Gogol, Mikhail Chokolov, Isaac Babel. Donc, il va faire toutes ces traductions qui vont permettre... il a traduit des livres en français Non. Pas que je sache. Peut-être qu'il ne savait pas parler de français non plus. C'est possible. À mon avis, comme il était, il devait. Oui. Bon. C'était des générations, vous savez, où un juif, au minimum, il parlait 8 langues. Voilà, hein. Quand nous, on est content de parler anglais, voilà, c'est bon de se faire rappeler qu'il y avait ce qu'on appelle Yeridat
à Doroth, la descente des générations. Faut pas dire ça. Bon. Et c'est un autre débat. Il faut dire quand même que Shlonsky, donc, qui était connu pour avoir une poésie très rigolote, va avoir quand même 2 moments dans sa vie où il va être un petit peu plus terne. D'abord, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale où il va écrire des poésies qui décrivent extrêmement bien ce que l'Europe vient de vivre. Je vous rappelle que la Première Guerre mondiale, on l'appelait la der des der, puisque c'était une guerre véritablement affreuse. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il va se rendre en Europe. Il va rencontrer des rescapés. Il va écouter leurs témoignages et cela va le changer à jamais. Ça va le rendre plus triste. Il va perdre un petit peu cette note rigolote, cette note d'espoir qu'il avait dans ses écrits. Et puisque c'est... j'ai pas besoin d'expliquer. Exactement. La Seconde Guerre mondiale, ça avait son prix. Alors, juste pour... Et vous avez dit qu'il a eu des prix ? Il a eu des prix. Alors, justement, je voulais en parler. Donc, comme je vous ai dit, il était en opposition complètement avec Bialik, mais pourtant, il va quand même recevoir le prix Bialik, ce qui est quand même assez rigolo, parce que le prix Bialik est peut-être le plus grand prix de la littérature israélienne. Et il va aussi recevoir le prix Israël, ça en 1967, à l'âge de 67 ans. Il était temps qu'il leur donne, quand même. Voilà. Et il va décéder en 1973, donc à Tel Aviv, et il sera enterré à Kiryat Shaul, dans le célèbre cimetière de Tel Aviv. Voilà. Très bien, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce poète israélien qu'on a découvert avec vous. Voilà, on fait beaucoup de découvertes tout le temps avec vous, mais Eliana, merci beaucoup. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.